Bonjour Pierre. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pierre, tu es sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Alors tu soutiens Fabien Roussel dans la campagne présidentielle qui est aujourd'hui crédité entre 2 et 3% dans les sondages. Alors si on compare avec la dernière élection où il y avait une candidature communiste, c'est-à-dire il y a 15 ans, en 2007, quand Marie-Georges Buffet avait fait 1,93%, c'est finalement potentiellement une petite progression, ou en tout cas pas une régression. Donc ça, c'est un premier enseignement déjà de cette campagne, mais surtout, le deuxième enseignement de cette campagne, c'est qu'on aura beaucoup parlé de Fabien Roussel et du Parti communiste ces derniers mois. Qu'est-ce que, d'après toi, Fabien Roussel a apporté fondamentalement à cette campagne ? De la visibilité, de la fraîcheur, de l'authenticité, de la sincérité, c'est ce que les gens me disent. Ils étaient, pour les plus anciens, génération à laquelle j'appartiens, heureux de retrouver le Parti communiste tel qu'ils l'avaient connu, tel qu'ils connaissent encore dans les villes où le Parti communiste gère les exécutifs. Et pour les plus jeunes, c'est un sujet d'interrogation. Bien évidemment, ils sont dans une histoire qui est celle d'après la chute du mur de Berlin. Donc les références à l'Union soviétique, au stalinisme, ça leur parle pas beaucoup. Mais en revanche, ce qui les intéresse et ce que je pense Fabien a montré pendant la campagne, c'est que le Parti communiste d'aujourd'hui et de demain, c'est le parti des communs. Et ça, je crois que c'est une notion, c'est quelque chose qui prend du sens dans la jeune génération, notamment avec le combat en faveur de l'environnement et contre le réchauffement climatique, où on comprend bien que nous faisons partie de la même humanité, que nous avons et il nous faut la gérer en commun. Donc je pense qu'il était très utile que dans cette campagne, des thèmes qui soient historiquement portés par notre parti depuis très longtemps et des thèmes nouveaux, en prise avec ce que vivent les gens, il était important que ces thèmes apparaissent dans la campagne et Fabien l'a très bien fait. Alors, c'est intéressant, quand tu parles des plus jeunes et des plus vieux, est-ce que tu parles des plus jeunes communistes et des plus vieux communistes ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que cette campagne, elle s'est avant tout adressée aux communistes ? Moi, j'ai beaucoup entendu autour de moi des gens qui appartenaient de près ou qui ont peut-être appartenu au Parti communiste ou qui appartiennent toujours parler de fierté communiste et dire Fabien Roussel a redonné refait ressentir en fait cette fierté communiste qui avait peut-être un peu disparu ces dernières années. Mais au-delà de la question de la fierté communiste, est-ce que tu penses que la candidate Fabien Roussel, elle a réussi aussi à s'adresser au-delà du Parti communiste ? Alors, fierté communiste, c'est évident. Moi, je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'élus communistes. Et j'aurais eu un immense malheur de voir que notre génération aurait été incapable de continuer à perpétuer la fierté communiste et ce qu'on a apporté à la France en général et à son histoire. Mais au-delà de ça, tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de personnes, y compris à droite, je le vois au Sénat, qui sont contentes de retrouver un parti communiste parce qu'ils considèrent que dans la vie politique française, le clivage de gauche-droite est fondamental, il est structurant. Et c'est ce qui permet un vrai débat démocratique et c'est ce qui permet aussi aux gens de se retrouver. Le ni gauche ni droite de Macron a fait beaucoup de mal à la lisibilité de la politique française. Sans citer de nom, il y a ici un sénateur de droite qui me dit pour que la droite aille mieux, il faut que le PC aille mieux, parce que c'est ce qui permet après un conflit idéologique fort sur des idées qui sont compréhensibles par tout le monde. Et le débat politique, c'est d'abord ça, de la lisibilité. Alors, c'est intéressant, maintenant, là, tu viens de parler de la gauche, pas que du Parti communiste, mais de la gauche en général. Alors, Fabien Roussel en parle de la gauche, c'est un de ses référents, on l'entend dans les meetings et dans ses interviews, notamment pour s'inscrire dans son histoire. Mais la gauche au présent, son périmètre, son mode de production d'idées et de lutte, est-ce que tu crois que ça existe encore ? Oui, mais alors d'abord... électoralement, on va le voir, mais
les sondages, ils reflètent quand même ce qu'est aujourd'hui la proportion de la gauche dans notre pays, c'est-à-dire pas grand-chose. 25%, entre 25 et 30%, ce qui est évidemment très très faible. Est-ce qu'au-delà, il y a des gens de gauche qui aujourd'hui, quand ils mettent un bulletin dans l'urne, choisissent d'autres candidats? Je le pense. Et on a un énorme travail à faire pour C'est-à-dire choisissent Emmanuel Macron, par exemple? Pas seulement. Je pense aussi à Le Pen. Oui, bien sûr. Je pense à Le Pen, notamment dans les milieux populaires. Je pense dans le Nord, terre de gauche, et qui aujourd'hui est une terre du Front National. Donc il faut retrouver cet électorat, et on le retrouve notamment en faisant le travail de pédagogie qu'on a toujours fait, et qui est un travail qu'a porté Fabien, avec d'autres mots que ceux que j'ai utilisés, mais on a besoin d'une conscience de classe. C'est ce qui manque. Et ça, c'est très difficile à faire aujourd'hui, parce que les formes de la domination économique ont changé. Et que quand on est livreur de pizza chez Uber, la conscience de classe, elle est beaucoup plus difficile à faire naître que chez un sidérurgiste dans les années 70. Donc il y a ça, c'est que les formes sociales de l'exploitation ont changé. Il faut que nos discours s'adaptent pour faire comprendre aux jeunes qui sont finalement dans la même situation d'aliénation que leurs aînés qu'allaient à l'usine. Et ça, c'est un vrai travail à faire. Et puis après, malheureusement, quand la gauche a été au pouvoir, même à l'époque de la gauche plurielle, dont on n'a pas fait suffisamment la critique, elle n'a pas mené une politique de rupture par rapport au néolibéralisme. Moi, je trouve que l'exemple chilien est merveilleux. D'abord, il y a des ministres communistes au gouvernement chilien, voilà. Et en plus, l'alliance de la gauche, elle s'est faite sur une base idéologique qui est très simple, qui est claire, c'est la rupture avec le néolibéralisme qui a été importé par Pinochet, quand même, on l'oublie. Parce que le programme économique de l'extrême droite, que ce soit celui de Pinochet ou aujourd'hui de Le Pen, c'est un programme économique néolibéral, ce qui est un changement par rapport à ce qu'a été le fascisme italien ou le fascisme hitlérien. Donc ça, je pense que c'est un exemple. Et la gauche de demain, il faut la refonder sur un rejet total du néolibéralisme. Mais qui fait partie, en fait? Quels vont être les acteurs et les actrices, en fait, de cette gauche de demain? J'imagine que tu penses aux partis politiques, donc il y en a plusieurs à gauche. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tous les mettre à gauche, mais enfin, du Parti socialiste on va dire, aux trotskistes. Il y a pas mal de petites ou de moyennes ou de grosses entités. Il y a aussi les syndicats, il y a aussi les associations. Est-ce qu'il va falloir dessiner un périmètre là-dedans? Enfin, comment est-ce que, au lendemain de la présidentielle ou peut-être au lendemain des législatives, comment est-ce qu'il va falloir mettre tous ces gens autour d'une table? Ça va être un peu compliqué, surtout vu ce qui s'est passé pendant cette campagne, où les tensions ont été extrêmes, notamment entre les différents partis politiques qui avaient des candidats à la présidentielle. Tout à fait. Moi, j'ai plaisir à me rappeler que 36 et le Front populaire, c'est la main tendue de Maurice Thorez aux radicaux de Daladier. Donc entre Thorez et Daladier, il y avait sans doute un espace politique encore plus grand que ce qui peut exister aujourd'hui entre la gauche de gauche et une gauche qui l'est moins. Mais ça s'est fait sur quoi, le Front populaire? Ça s'est fait d'abord sur un programme et sur une mobilisation ouvrière qui est complètement essentielle. Donc la gauche, elle a besoin bien évidemment de se reparler au niveau des partis, mais elle a besoin aussi de mieux diffuser ses idées dans la totalité de la société. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois un affaiblissement des partis, mais aussi un affaiblissement terrible des syndicats, quels qu'ils soient. Je travaille sur l'enseignement supérieur et la recherche, ce qui est devenu aujourd'hui le syndicalisme étudiant, et fait peine à voir par rapport à ce qu'il a pu être dans le passé. Donc il y a une nécessité, il y a un besoin de remobilisation par des canaux qui doivent changer leurs pratiques, mais qui restent fondamentaux dans la prise de conscience collective. Alors, je le disais en introduction, je disais qu'on avait... Bonjour, ça va bien?
ça m'arrête dans ma question. Je le disais en introduction, je disais qu'on avait beaucoup parlé, notamment dans les médias, de Fabien Roussel, mais c'était d'abord et surtout parce qu'il y a eu des polémiques, différentes polémiques qui ont émaillé la campagne, mais qui ont permis aussi de faire parler de Fabien Roussel. Enfin, alors il y a eu sa participation à une marche avec le syndicat de police Alliance devant l'Assemblée nationale. Il y a eu la question de la viande qui revient à peu près toutes les 3 semaines, notamment lorsqu'il discute par médias interposés ou sur les réseaux sociaux avec Sandrine Rousseau. Il y a la question du nucléaire aussi qui est une question centrale. Je pense que ces questions, elles ont à mon avis des importances diverses. Enfin, on ne sait pas, elles ne sont pas toutes à mettre au même niveau. Mais comment est-ce que tu juges ces différents points qui font, on l'a vu, dissensus à gauche? Moi, j'ai l'habitude de regarder les campagnes électorales, quelles qu'elles soient, depuis le village de ma famille en Haute-Corrèze, sur le plateau de Millevaches. Et là, ce que m'ont dit mes voisins, c'est que cette campagne présidentielle, elle était parisienne, complètement parisienne. Et que des choses qui sont évidentes pour eux n'étaient absolument pas prises en compte. Et quand vous êtes paysan sur le plateau de Millevaches, vous entendre dire que manger de la viande, c'est pas bien, que la chasse, c'est mal, et qu'il faut que vous baissiez votre température, le chauffage de degrés, c'est complètement lunaire. Complètement lunaire. Voilà. Et si la gauche continue à s'adresser uniquement, je caricature, aux bobos des centres-villes, des grands métropoles, on va rester à 25%, on peut même descendre, on peut même continuer à descendre. Donc ce qui a manqué dans cette campagne, c'est un discours qui s'adresse à l'ensemble de la population. Alors, c'est arrivé sur la viande de façon complètement incompréhensible, parce que, encore une fois, bien manger, c'est la culture communiste. Et moi, j'ai un peu accompagné Fabien pendant cette campagne, et ce que nous ont dit les journalistes qui le côtoyaient, c'était qu'avec l'équipe de campagne de Fabien, c'était la fête de l'humain permanente. Voilà, une forme de bonne humeur, de joie de vivre, des apéros bien charpentés, etc. Mais ça, c'est notre culture, et on va pas tricher. Fabien n'a pas cherché à lancer une polémique avec la viande. Il a pas compris comment on avait pu lui reprocher ça. Moi, je suis issu d'une famille populaire, même si mon père était élu communiste. Mes parents avaient connu la guerre et les privations, et dans les années 70, ce qu'ils offraient à leurs gamins, c'était de la viande. Voilà. Et je me souviens très bien que quand on mangeait le midi, ma mère se prenait la part la plus petite pour laisser la plus grosse à ma sœur et à moi. Il fallait manger toute la viande parce que c'était bon et parce qu'ils n'en avaient pas eu. Et il y avait une forme de valorisation de la viande qui était forte. Et voir aujourd'hui que dans une culture, c'est quelque chose qui est complètement négatif, c'est extrêmement surprenant. Mais en fait, ma question ne portait pas tant sur le fond, même si j'entends tout à fait tes arguments, et je me garderais bien de prendre un côté ou l'autre, enfin de choisir un camp ou l'autre, mais plutôt sur le mode de résolution du conflit. C'est-à-dire qu'il y a un clivage, en fait, effectivement, tu l'as dit, en fait, toi tu dis, voilà, c'est des bobos des centres-villes, et si on continue comme ça, la gauche court à sa perte. Mais est-ce que vraiment il s'agit d'aller porter sur CNews, sur Europe 1, sur Twitter et sur Facebook moi c'est la façon en fait dont et Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, parce que pour le coup c'était un échange entre deux sur cette question, on cherchait en fait à thésauriser sur le conflit, à faire leur beurre médiatique en fait sur ça. Mais ce qui, je pense. Vous pouvez pas est-ce que Fabien Roussel peut pas prendre son téléphone, appeler Sandrine Rousseau, on fait une réunion et on réfléchit, parce que si toi tu considères que c'est une question centrale, si les communistes considèrent que c'est une question centrale, les écolos aussi, j'imagine qu'il y a quand même un endroit pour essayer de chercher un compromis dynamique. C'est le problème. C'est qu'il manque un espace où justement il puisse y avoir une confrontation des idées, mais pas des idées simples. De la pensée complexe, de la pensée qui fait système. Et si moi j'étais face à Madame Rousseau, je lui dirais en tant qu'historien et archéologue qui s'est beaucoup intéressé à l'alimentation, la révolution néolithique, elle s'est fondée sur les céréales et l'élevage. Les deux ont toujours été complètement associés dans l'agriculture. Donc la question que j'aurais voulu poser, est-ce qu'on peut penser pour le XXIe siècle une agriculture sans élevage ? Ma réponse est non. Donc après, s'il y a de l'élevage, il faut bien manger de la viande.
Voilà. Par ailleurs, encore une fois, en Haute-Corrèze, le revenu paysan, c'est 100% de l'élevage. Donc s'il n'y a plus de l'élevage, il n'y a plus de paysans, c'est-à-dire que la totalité du plateau de Villemache retourne à la forêt. Alors ça peut être intéressant, mais c'est des paysages qui disparaissent et c'est des paysans qui disparaissent. Donc il faut trouver, comme tu le dis très justement, des espaces où on peut discuter de cette façon-là. Et aujourd'hui, les médias n'offrent plus ces espaces pour une pensée complexe. Il faut des choses percutantes, des idées simples qui puissent tourner en boucle toute la journée sur les chaînes d'information continue. Donc il s'agit de réinventer ces espaces. Il faut réinventer la politique. Il faut réinventer la politique. Exactement, et la façon dont l'entrevoit. Alors il y a aussi la question du vote utile à gauche. Alors il y a cette terrible petite musique qui commence à se faire entendre de plus en plus fortement et qui laisserait entendre que Marine Le Pen pourrait l'emporter dans un deuxième tour face à Emmanuel Macron. Est-ce que dégager l'extrême droite au premier tour, notamment en permettant à celui qui est le mieux placé à gauche d'accéder au second tour face à Emmanuel Macron, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour un communiste comme toi ? Plusieurs choses sur le vote Le Pen. D'abord, c'est la seule candidate qui a une progression continue depuis quasiment un mois. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et je crains, et c'est une probabilité forte, qu'elle soit devant Macron au premier tour. Ce qui change un peu la perspective des choses. Et surtout quand on sait que celui qui est devant au premier tour gagne souvent au deuxième tour. Voilà. Et derrière, je pense que ce qui fait vraiment le caractère historique de cette élection, c'est que pour la première fois, la candidate de l'extrême droite a un réservoir de voix. Elle peut récupérer les voix de Zemmour, de Pécresse et malheureusement aussi une partie de l'électorat de Mélenchon qui peut voter pour elle au second tour. Donc il y a un risque majeur pour notre démocratie parce que depuis 5 ans, ce qu'on a vu, c'est un renforcement, notamment avec toutes les lois d'exception pour gérer la pandémie, des pouvoirs du président de la République. Et confier ces pouvoirs exorbitants, sans aucun contre-pouvoir, à l'extrême droite, il y a un danger absolument majeur. Donc je crois qu'il est très important qu'à gauche, on ait un discours clair, et Fabien Roussel l'a eu, sur ce que nous ferions au second tour pour écarter de façon radicale l'extrême droite du pouvoir. Et moi je le dis, face à la caméra, au second tour, je ferai tout pour écarter l'extrême droite du pouvoir parce que c'est ma tradition historique dans laquelle je suis et là-dessus, j'aurais aucun doute à le faire. Moi, j'aurais aimé que Mélenchon ait la même prise de parole forte et honnête. Il n'est pas honnête de dire entre les deux tours, je demanderai l'avis des 300 000 militants qui me soutiennent pour leur demander ce que je dois faire. Non. Dans la campagne de premier tour, les gens vont porter leur suffrage sur lui, mais à la condition aussi qu'il soit très très clair vis-à-vis de sa position au second tour. Si je vote pour lui, je veux qu'il me dise ce qu'il fera, lui, en tant que candidat dans le second tour. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Donc l'utilité du vote, c'est aussi celle-là. Voilà. Après, mais tu comprends ceux qui vont se dire je suis communiste, voire je suis membre du Parti communiste. Oui. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a des communistes qui disent moi j'ai trop peur en fait que Marine Le Pen devienne présidente, donc je vais aller voter Mélenchon parce qu'il a une possibilité de passer devant elle au premier tour. Oui, mais admettons, par pure hypothèse, que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Aujourd'hui, la gauche, c'est 25%. Voilà. Comment on peut gouverner un pays avec une majorité de 25%? Allez, admettons qu'il aille jusqu'à 30%. Sur quelle base il gouverne la France et avec qui? En aucune façon, il nous a dit comment il allait composer son gouvernement s'il était président de la République. Moi, je ne le sais pas. Avec qui? Avec toutes les forces de la gauche. Elle a 30%. S'il veut gouverner le pays, il sera obligé de passer des alliances, y compris avec des partis du centre et des partis de la droite. Est-ce que c'est ce qu'il veut? Voilà. Par ailleurs, sur le vote utile, 1981, la gauche était représentée par 7 candidats.
mais elle faisait 49%. Elle faisait 49%. Voilà. Et toute la diversité de la gauche était représentée et a été presque représentée au sein du gouvernement. Le problème aujourd'hui de l'élection, c'est que la gauche, elle a 25. C'est tout. Donc tu penses que la gauche part perdante? De toute façon, dans l'opinion publique, aujourd'hui, la gauche est perdante parce qu'elle n'a pas réussi à remobiliser sur un projet de société qu'elle est dans l'incapacité d'exprimer politiquement clairement. Voilà. Et là, il y a une défaite. Il y a une défaite majeure de la gauche. Et c'est là-dessus qu'il faut retravailler à la suite. Sur des bases, je trouve que l'idée du Conseil national de la République, c'est une très bonne idée, parce que ça renvoie au CNR, bien sûr. Et je crois que à gauche, il y a sur la base de la République, conçue comme un outil d'émancipation, d'égalité des droits, des choses qui permettent de rebâtir en effet de nouvelles relations entre les partis politiques, d'une part, et les partis politiques, les associations, les cercles de pensée, etc. J'ai une dernière question, Pierre. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu es aussi vice-président de la commission culture du Sénat. C'est une question, la question de la culture, qui est au mieux présente dans les programmes, mais qui est quasi absente de la campagne. Qu'est-ce que le Parti communiste a à dire sur cette problématique? Mais là, je te parle à un niveau, je ne te parle pas de propositions, savoir ce qu'on va faire des intermittents, quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est une définition en fait de la culture qui est propre, qui serait propre au Parti communiste? Je sais que le Parti communiste a une longue histoire en fait avec la question culturelle. C'est la culture comme forme d'émancipation humaine, pardon. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et on a l'impression, quand on lit les programmes, là, finalement, que tout le monde est d'accord. Or, il y a une rupture majeure avec le programme d'Emmanuel Macron, qui considère que la culture, c'est un outil au développement du capital individuel de chacun. Donc, il n'y a plus de rôle de l'État dans la culture, c'est chacun qui fait son marché et qui va chercher, en fonction de son milieu culturel, ce dont il a besoin pour se forger son patrimoine culturel. C'est bien évidemment pas du tout notre position, où on a toujours considéré que c'était du rôle de l'État d'aider la culture pour permettre l'émancipation des individus. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Je t'en prie, Pablo.